Initiation à la photographie module 20, photographier des oiseaux. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide durant cette présentation. Tout d'abord, les remerciements. Avant de commencer, j'aimerais remercier mon ami Yves Guillot, qui est un grand photographe d'oiseaux et qui a participé à la révision des modules. Vous pouvez le retrouver sur son site web en tapant yvesguillot.com ou encore sur pbase.com à photo nature, photo avec un S. Observez le vol de l'oiseau. Les oiseaux ont chacun une façon particulière de voler. En les observant bien, vous pourrez prédire la direction qu'ils emprunteront. Il vous sera alors plus facile de les suivre en vol pour les photographier. Cadrage. Laissez toujours du champ dans la direction où s'envole l'oiseau ou dans la direction de son regard. La direction du vol est importante. Photographier un oiseau qui vole vers vous aura plus d'impact que de photographier un oiseau qui s'éloigne de vous. Dans le premier cas, vous verrez son regard. Il n'y a rien de plus impressionnant qu'un aigle qui vous regarde dans les yeux. L'angle de vue. Pour photographier de petits oiseaux, il est souvent préférable d'attendre qu'ils se posent. Ils volent plus bas, souvent dans les arbres, et vont très vite, comme ceci. Il est plus facile de photographier de gros oiseaux en vol. Ils volent plus lentement et, souvent, ils planent. Choisissez vos sujets. Commencez votre apprentissage avec des oiseaux qui volent lentement ou qui planent. Apprenez à les suivre en vol. Il est plus facile de photographier un goéland qu'une hirondelle, par exemple. Ajustez bien votre appareil. Choisissez une grande vitesse d'obturation, par exemple 1/1600 de seconde. Même s'ils ne volent pas, les oiseaux bougent tout le temps. Sélectionnez le bon mode de mesure de lumière. Laissez le mode ISO en automatique. Choisissez le mode d'autofocus approprié. Le mode matriciel, qui suit le sujet, ou Continuous Autofocus, est souvent à privilégier. Ajustez bien votre appareil. Utilisez le mode rafale, il vous sera plus facile de sélectionner une excellente image si vous en avez plusieurs que de constater que celle que vous avez prise n'est pas au foyer. Cependant, prenez de courtes rafales, 5 à 10 images chaque fois. Sinon, après un certain nombre d'images, la mémoire tampon se remplira et l'appareil photo ralentira beaucoup pour prendre le temps d'écrire vos images sur la carte mémoire. Maintenez le déclencheur à moitié enfoncé. Suivez l'oiseau en maintenant le déclencheur à moitié enfoncé. L'appareil photo aura le temps de bien faire la mise au point et vous pourrez prendre la photo au bon moment. Faites attention aux oiseaux dans les arbres. Votre appareil pourrait faire le foyer sur des branches qui sont à l'avant de l'arbre ou en avant de l'oiseau, excusez-moi. Dans ce cas, utilisez la mise au point au centre de l'image et recadrez. Décollage et atterrissage, amérissage. Photographiez le décollage, l'atterrissage, amérissage des oiseaux. Ils sont magnifiques, les ailes déployées, dans cette phase d'effort particulier. Oiseaux au repos ou oiseaux-mouches. N'oubliez pas de photographier les oiseaux au repos. Et les colibris, les oiseaux-mouches, ils sont aussi tellement beaux. Regardons ensemble quelques images avant de poursuivre. Quel appareil utiliser maintenant? Il y a, à mon avis, 3 types d'appareils pour la photographie d'oiseaux. Les mégazooms, les appareils à capteur APS-C
Les appareils plein format. Les mégazooms. Ces appareils, aussi appelés des bridges, ont l'avantage d'avoir un objectif longue portée. On parle ici d'objectifs variant de 15x à 60x ou même plus. L'avantage, un objectif unique de très longue portée. Habituellement, l'objectif est fixe. On ne peut pas interchanger les objectifs sur un mégazoom. Les inconvénients maintenant, les mégazooms ont souvent un petit capteur, surtout dans les appareils plus bas de gamme, par exemple à 500 $ ou à 350 €. Ils génèrent du bruit à l'ISO élevé. Il y a des modèles à capteur 1 pouce qui sont assez dispendieux, de 1000 à 2000 $ ou de 600 à 1200 €. Le suivi du foyer en vol est moins fiable. Alors, pour qu'on soit en mesure de bien faire la photographie des oiseaux, il faut que la mise au point automatique en vol soit très fiable. Donc, il faut que l'appareil photo garde sa mise au point sur l'oiseau continuellement. Sur les appareils plus bas de gamme, comme les mégazooms, cette mise au point automatique est moins fiable. Maintenant, quand les oiseaux sont positionnés à l'intérieur des forêts, par exemple sur des branches à l'ombre, il faut que la sensibilité ISO de l'appareil soit relativement élevée. On parle ici souvent de ISO 1200, ISO 3200, 6400. Alors, pour être capable de travailler avec des sensibilités ISO élevées, un petit capteur, par exemple ceux qui sont sur les appareils bridge, n'est pas souhaitable. Souvent, ces capteurs ont tendance à regrouper les informations et à former des blocs de couleurs. C'est pour cette raison, quand on agrandit les photos d'oiseaux, on se rend compte tout d'un coup qu'il n'est pas possible de voir, par exemple, le détail des plumes de l'oiseau ou le détail du bec ou du tour de ses yeux. On voit simplement des blocs de couleurs. C'est dû au capteur qui est trop petit. Les appareils à capteur APS-C maintenant. Ces appareils sont à objectif interchangeable. Ils ont un capteur plus gros qui permet une meilleure définition de l'image. Les avantages, la définition de l'image, bien entendu. La plage dynamique plus élevée. La plage dynamique, évidemment, c'est toute la panoplie des tonalités des couleurs qu'on peut retrouver. Par exemple, certains appareils bas de gamme nous donnent une plage dynamique qui est moins élevée, donc on a moins de couleurs. Et également, la plage dynamique fait référence à la quantité de gris qu'on retrouve entre le noir le plus noir et le blanc le plus blanc. Donc, une plage dynamique, surtout dans le cas où on a des oiseaux qui ont de magnifiques couleurs, c'est très important. Meilleur suivi du foyer en vol. Bénéfice du facteur de rognage de 1.5. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les capteurs, je vous suggère de regarder mon module sur les capteurs et vous allez comprendre que le capteur APS-C est plus petit qu'un capteur dit de plein format et le facteur de rognage ou ce qu'on appelle le crop factor est d'environ 1.5. Ça a évidemment une importance quand on veut utiliser différents types d'objectifs sur l'appareil. Donc, par exemple, un objectif de 400 mm est équivalent à un objectif de 600 mm sur un capteur APS-C parce qu'on applique le capteur de multiplication de 1.5. 400 multiplié par 1.5 égale 600. Les capteurs APS-C réagissent également mieux aux ISO élevés. Il est possible de faire des photos à ISO 3200, même jusqu'à ISO 6400, alors qu'avec les plus petits appareils photo du type Megazoom, on pourra faire des photos jusqu'à environ ISO 800, même ISO 400, 800, il commence déjà à avoir du bruit. Les inconvénients maintenant, ils sont plus dispendieux parce qu'en plus du boîtier, vous devrez acheter des objectifs longue portée qui sont aussi dispendieux. Donc, les boîtiers eux-mêmes vont vous coûter entre 500 et 2500 $ ou 300 et 1700 €. Pour ce qui est des objectifs, évidemment, comme on dit en québécois, sky is the limit, dépendamment de la longueur focale de l'objectif ou du zoom que vous allez vous procurer, les prix vont être en conséquence. Évidemment, un boîtier comme celui-là avec un objectif de longue portée va être plus lourd à transporter.
Maintenant, les appareils plein format. Les appareils plein format disposent d'un capteur qui est plus grand. Les avantages, évidemment, c'est que vous aurez la définition optimale, un grand choix d'objectifs, également un meilleur suivi du foyer et tous les avantages d'un boîtier pro. Maintenant, dans les inconvénients, les boîtiers pro sont très dispendieux, de 4 000 à 7 000 $ ou de 2 500 à 4 500 €. Les objectifs sont à l'avenant. Et évidemment, dans les inconvénients, vous ne disposez pas du facteur de rognage. Alors, si vous achetez par exemple un objectif de 600 mm, ben, vous aurez l'image qu'on prend normalement avec un objectif de 600 mm. Alors qu'évidemment, si vous achetez un objectif de 600 mm sur un boîtier avec un capteur APS-C, vous aurez l'équivalent d'un objectif de 900 mm, 600 multiplié par 1,5. Et évidemment, tout ce matériel sera également plus lourd, encore plus lourd que ce qu'on retrouve avec les capteurs APS-C. Donc, dans les recommandations, les APS-C, j'ai suivi au cours de la dernière année les activités des photographes animaliers. La plupart recommandent l'utilisation des appareils à capteur APS-C. Pour le facteur de rognage, les grands fabricants offrent des appareils APS-C qui ont des systèmes de suivi de la mise au point très performants, des vitesses de prise de vue en rafale élevées, par exemple 10 images secondes, qui sont permises grâce à des cartes mémoire de nouvelle génération, XDC par exemple, et des mémoires tampons permettant jusqu'à 200 images en rafale. Donc, avant que votre boîtier commence à écrire les images sur la carte mémoire, vous pourrez emmagasiner dans la mémoire tampon jusqu'à 200 images. Sur des plus petits boîtiers, des boîtiers moins performants, vous pourrez à ce moment-là emmagasiner dans la mémoire tampon 25, 30, 50, 60 images et évidemment, vous pourrez faire moins d'images en rafale. Elles offrent aussi des objectifs à grande portée qui font la mise au point très rapidement. Dans les appareils recommandés, on recommande le Canon EOS 7D Mark II, le Nikon D500 ou le Nikon D5700. Maintenant, incompréhension des termes. Si au cours de cette présentation, vous avez rencontré des termes techniques avec lesquels vous n'êtes pas familier, par exemple la sensibilité ISO, les vitesses d'obturation, etc., je vous invite à suivre ma série de tutoriels sur la photographie pour amateurs débutants. Alors, mon nom est Michel Gignac. Vous pouvez me suivre en tapant amateur.photographie sur Facebook. Et ainsi, en vous abonnant à ma page, vous serez mis au fait de tous les nouveaux modules de photographie sur la photographie que je publie. Et également, vous pouvez vous abonner à ma page YouTube en tapant amateur.photographie Michel Gignac. Et encore là, vous pouvez vous abonner pour suivre les différents tutoriels que je mets à votre disposition, tout ça gratuitement. Finalement, pour ceux qui sont intéressés, j'ai publié également le petit guide d'initiation à la photographie qui est disponible à partir de ma page Facebook. Il est le dernier item de la liste des différents tutoriels qui sont disponibles pour apprendre la photographie. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt.